Salut et bienvenue à cette vidéo. Je reçois plusieurs questions à chaque jour réellement et certaines de ces questions ne requièrent pas une vidéo complète pour y répondre. Fait que ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai regroupé quelques questions pour faire une vidéo d'une longueur raisonnable. La première question que je veux aborder, c'est une question qui porte sur les engrenages. Et avant de répondre à la question de Lee, j'aimerais juste vous rappeler qu'on a une vidéo que j'ai produite il y a quelques années de ça, qui porte justement sur les engrenages et qui regarde la fabrication d'engrenages, mais qui explique beaucoup la terminologie et comment les engrenages fonctionnent en fait d'entité. Donc, si vous avez quelques temps ou si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en haut et vous pourrez aller regarder ça. Pour nous autres, on veut répondre à la question de Lee qui est plus spécifique au ratio d'engrenage. Un gros engrenage, un petit engrenage. Surtout lorsqu'on a des engrenages sur le même arbre, comparativement à un train d'engrenage où on aurait des engrenages côté-côté en ligne. Donc, regardons ça. J'ai donc 3 exemples ici et j'espère, Lee, que ce que je vais expliquer, c'était ce que tu voulais savoir. Le premier des exemples en haut ici, j'ai un train d'engrenage très normal. Un engrenage sur un engrenage. Ça ne peut pas être plus simple que ça. Le deuxième, j'ai plusieurs engrenages tous en ligne, donc côté contre côté. Et le troisième, j'ai un train, mais avec 2 engrenages sur le même arbre au centre du train. Regardons ça. Première chose, j'ai un gros et petit engrenage. 2 pouces de diamètre pour le gros, 1 pouce de diamètre pour le petit. Tout avec les engrenages est proportionnel. Donc, si celui-là est 2 fois plus gros en diamètre que celui-là, j'ai un ratio de 2 pour 1, ou si on aime mieux, pour un tour du gros, je vais avoir 2 tours du petit. Et ça, la plupart du monde sont capables de concevoir ça. Par contre, on a une différence ici. On a 1 pour 2, mais on a un changement de direction de rotation. Ça, c'est correct. Deuxième exemple ici. J'ai 1 pour 2. Même relation que dans le premier exemple. Par contre, je retourne à un autre gros ensuite. Donc, j'ai 1 pour 2. Et ensuite, je retourne dans le sens inverse pour revenir à 1 pour 1. L'engrenage au milieu de ces deux-là ne sert à rien autre que transmettre le mouvement, parce que je reviens au même diamètre. Si on continue, je retourne au prochain, j'ai 1 pour 2, et je reviens où j'étais ici. Je peux donc éliminer ces deux-là, puis juste dire que j'ai 1 pour 2. Les 2 engrenages intermédiaires ici sont justement ça, c'est des engrenages intermédiaires. Ils ne servent à rien d'autre que de transformer ou de transporter le mouvement, ou transférer le mouvement, je devrais dire. Donc, ça et ça, c'est un tour pour 2. Je pourrais même remplacer ces deux-là avec une poulie, une courroie. On pousse plus loin. On s'en va ici, à là, et on revient dans le sens inverse. Donc, à la fin de tout ça, j'ai un tour pour un tour. Et tous les engrenages entre les deux servaient à rien d'autre que de transmettre le mouvement. Arrêtez! Je suis en train de faire le montage de cette vidéo. Et je m'aperçois que cette scène dure 8 minutes. Je ne sais pas ce qui me prend. Des fois, je parle beaucoup trop. Puis ça m'inquiète parce que je pense peut-être perdre mon ami Jim au Groenland qui m'avoue parfois s'endormir pendant mes vidéos. On a besoin d'un intermède. Allons donc voir le chien fou de ma nièce, Dude. Le Dude, c'est le nom de chien, pas de ma nièce, qui, pour des raisons inconnues, ne semble pas aimer se mouiller les pattes arrière. Retournons à notre vidéo. Mais il y a un changement aussi, puis on regardera le sens de rotation bientôt. Si je regarde le dernier exemple, j'ai changé la direction, puis je l'ai dessiné à l'envers. Mais j'ai
l'engrenage ici avec la flèche rouge qui est l'engrenage meneur. Ça, c'est vrai pour lui, lui et lui. Mais s'il tourne dans la même direction que les deux autres meneurs, il va tourner l'engrenage rouge plus petit ici, un ratio de 1 tour pour 2. Ce qu'on a changé dans l'exemple ici, c'est qu'on a joint sur le même arbre le petit et un gros engrenage. Ça veut donc dire que ces deux engrenages-là sont liés. J'ai donc un tour pour 2, le rouge fait 2 tours, et le gros engrenage qui est lié sur l'arbre du petit va également tourner 2 tours. Donc j'ai 1 tour pour 2 tours. Le gros engrenage sur l'arbre central s'engraine avec un autre petit engrenage. J'ai donc gros sur petit, deux engrenages sur le même arbre. Donc j'ai 1 tour pour 2 et j'ai 4 tours ici, puisque j'en fais 2. Mon ratio est 1 pour 2, 1 pour 2. Donc 1 pour 4. Mon ratio est 1 pour 4. Donc, premier exemple, j'avais 1 pour 2, un avantage. Deuxième exemple, aucun avantage mécanique, c'est juste transfert de mouvement. J'ai un ratio de 1 pour 1. Et important, tous les engrenages intermédiaires sont juste là pour transmettre le mouvement. Et à la fin ici, j'ai un avantage de 1 pour 4. Donc, majeur. Là, regardons l'autre chose qu'il fallait mentionner ici. Mais ça prend beaucoup moins d'espace. J'aurais pu décaler les choses pour que ceci soit un peu moins long, mais quand même. On regarde ici le sens de rotation. Sens de rotation du meneur, sens de rotation du mené. J'ai deux engrenages et je vois que j'ai un changement de direction de rotation. Ici, j'ai sens du meneur, sens du mené, sont dans la même direction de rotation. Pourquoi? 1, 2, 3, 4, 5 engrenages. C'est ça la règle de base. Si on a un nombre impair d'engrenages dans un train, on a le même sens de rotation à la fin qu'on avait au début. Si on a un nombre pair d'engrenages, on a une inversion du sens de rotation. Qu'est-ce qui arrive avec celui du bas ici? Parce que j'ai 4 engrenages. Pourquoi est-ce que j'ai le même sens de rotation entre le premier et le dernier? La réponse est simple. Quand j'ai deux engrenages montés sur le même arbre et que les deux sont fixes sur l'arbre, ça ne compte que pour un engrenage. J'ai donc 1, 2 et 3 engrenages. 3, c'est un nombre impair et ça veut dire que ça ne changera pas le sens de rotation. J'espère, Lee, que ça répond à ta question. En tout cas, tu me laisseras savoir si ce n'est pas le cas. Maintenant, on va passer à une autre question. Là, dans mon groupe Facebook, quelqu'un a affiché un projet où il tournait une pièce ayant un très très petit diamètre, 0,15 mm ou quelque chose du genre. Là, moi, je ne peux pas faire ça dans mon atelier parce que ma machine, mon petit tour, est trop vieille, trop lousse, trop chambranlante. Mais je peux quand même venir pas mal petit. Fait qu'on va montrer et usiner une pièce pour démontrer comment tourner un très petit diamètre sur le tour. On va vouloir avoir un outil qui a une arête de pointe coupante, presque pointue, un tout petit rayon de nez autrement dit. On va vouloir avoir une pente de coupe prononcée et une pente latérale prononcée également. Ça va aider à éloigner le copeau de la surface de la pièce. Je vais également vouloir avoir une vitesse d'avance très lente. Le plus lent que je peux avoir sur ma machine ici est à peu près 4 millièmes de pouce par tour. Je vais monter l'outil dans le porte-outils pour que la pointe de l'outil soit parfaitement sur l'axe de rotation de la pièce en hauteur. C'est très important. Puisqu'avec cette technique, la lèvre tranchante de l'outil produit l'épaulement sur la pièce, je vais vouloir m'assurer que cette lèvre tranchante
est positionnée très perpendiculaire à l'axe de rotation du tour. Pour cette démonstration, on va tourner 4 diamètres différents, chaque diamètre ayant une longueur approximative d'1/4 de pouce. Là, notre premier diamètre va mesurer 25 millièmes de pouce, le deuxième va mesurer 50, le troisième 100 et le quatrième 200. Notez que la matière usinée ici, c'est du laiton demi-dur et que mon diamètre de départ est de 0,5 pouces. Là, ça peut sembler un peu excessif, sachant que le plus gros diamètre à usiner ici est de 200 millièmes de pouce, de prendre une pièce brute de 500 millièmes de pouce. Mais il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que j'avais une pièce de 1,5 pouce qui traînait autour. Mais la deuxième, c'est une question de rigidité. Je veux maintenir un maximum de rigidité ici et la pièce un peu plus surdimensionnée va m'offrir une meilleure rigidité. Je vais également attaquer la pièce de façon un peu contre-intuitive pour la plupart des personnes, parce que la plupart du monde ici commencerait par tourner le diamètre de 200 millièmes de pouce sur la pleine longueur de la pièce. Ensuite, il passerait au 100 millièmes, ensuite au 50, ensuite au 25. Et ça veut dire que quand je tournerai le 25 millièmes de pouce au bout, là, ma pièce va être à son minimum de rigidité. Et ça, je veux dire, c'est pas acceptable. Ce qu'on va faire, nous, on va commencer par usiner le bout 25 millièmes. On va le finir. Ensuite, on va passer au 50, ensuite au 100, ensuite au 200. Et comme ça, à chaque étape, je vais avoir un maximum de rigidité. Donc, je veux produire le plus petit diamètre en premier. Mais il y a un problème avec ça. Si je le coupe dans une seule passe, le copeau produit va être beaucoup plus long sur son côté extérieur que sur son côté intérieur. Ce que je veux dire par ça, le copeau va commencer à 1,5 pouce de diamètre et il va finir à 200 ou 25 millièmes de pouce de diamètre. Donc, le côté 0,5 pouces va être beaucoup plus long en distance. Là, je peux mettre toute la pente de coupe que je veux sur l'outil pour éloigner le copeau de la pièce. Quand le copeau va partir de la pièce en recourbant sur lui-même, comme un copeau doit faire, la pente de coupe va aider pour l'éloigner. Par contre, la différence de longueur entre les deux bords, deux côtés, si on peut dire, du copeau, va faire en sorte que le copeau va vouloir replier sur lui-même. Et il va replier dans la direction du diamètre que je viens de produire. Le premier bout que je tourne ici est très délicat. 25 millièmes de pouce, un copeau qui replie et qui frappe ce diamètre-là pourrait très bien le pousser hors axe. Et ça voudrait dire que ma pièce ne serait plus bonne. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais procéder par passes successives. Mais attention, il ne faut pas laisser juste une petite passe de finition à la fin. 25 millièmes de pouce, c'est trop petit pour prendre une coupe efficace dessus. Là, comme vous savez, je suis un peu paresseux. Et j'aime garder les choses simples. Et simple ici, c'est mon diamètre d'1,5 pouce. C'est facile à se rappeler, 0,5. Mais ça, c'est parfait. Je sais que mon diamètre est bon. Je sais que ma pièce est géométriquement cylindrique. Mais je le tiens dans un mandrin à 3 mâchoires et il serait possible qu'il y ait un petit peu d'excentricité. La plupart du monde qui partirait, je veux toucher l'extérieur de la pièce pour régler mon collier micrométrique à 0 et partir de là. La plupart du monde prendrait des petites passes jusqu'à temps qu'ils ont touché tout le tour de la pièce pour dire, là, je touche tout le tour, je vais me régler à 0. Mais à ce moment-là, vous êtes rendu à 497 millièmes ou quelques chiffres bizarres comme ça, et ça devient difficile à calculer. Moi, j'aime le demi. Qu'est-ce que je vais faire? Si, et je dis bien si, il y a une excentricité ici, je vais m'arranger pour prendre une petite passe qui ne touche qu'à la moitié du diamètre de la pièce. Donc, je vais finir avec une moitié légèrement coupée et une moitié non coupée.
et où les deux moitiés de pièces se rencontrent, donc usiné, non usiné, non usiné, cet endroit-là va être précisément un demi-pouce. Et la pointe de mon outil va être très précisément à un demi-pouce de l'axe de rotation. Donc si j'ai une excentricité ici, c'est ce que je vais faire. Bon, je viens de produire mon diamètre de 25 millièmes de pouce. Le prochain diamètre, c'est 50 millièmes de pouce. Et je vais doubler, donc 25, 50, la troisième 100, puis la quatrième 200. Mais je n'ai pas à repositionner mon zéro ici. Le zéro original est encore là. Je n'ai pas déplacé le collier micrométrique ou réajusté, je devrais dire. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est éliminer le jeu de la vis mère, parce que je vais reculer. Ce que je vais faire, je vais reculer, passer mon zéro original et replonger vers mon zéro. Et à partir de là, je vais entreprendre mon deuxième diamètre. 50 millièmes de pouce, c'est ce que je veux ultimement. Donc je vais plonger en 2 ou 3 passes jusqu'à 225 millièmes de profondeur. Pourquoi? Mon tour coupe sur le rayon. 225 sur un bord de la pièce, et puisqu'un tour, ça tourne, je vais enlever également 225 de l'autre. 225 plus 225, ça fait 450 et ça laisse au milieu 50 millièmes de pouce. Je vais utiliser la même approche pour mon diamètre de 100 millièmes et la même approche pour mon diamètre de 200 millièmes. Donc, passons rapidement à travers ces opérations. 25 millièmes de pouce, c'est à peu près équivalent à la largeur de 8 cheveux humains. On commence à être pas mal petit ici. Bon, passons à notre prochaine question. Notre dernière question nous vient de Robert. Et Robert a de la difficulté à comprendre la notion de filet par pouce et le pas d'un filet et toutes ces choses. Parce qu'en impérial, je veux dire, c'est mélangeant. Bon, disons que j'ai un filet 1/4 20 ou une vis avec un filet 1/4 20.
Ça veut dire que le diamètre majeur est un quart de pouce ou nominal et que le nombre de filets est de 20 filets au pouce. Le pas est donc 20. Non, et c'est là le problème. Le pas d'un filet, c'est la distance que le filet progresse axialement en un tour complet du filet. Si je tourne un filet un quart 20, un tour complet, il n'avance pas par 20. 20, ce n'est pas une dimension, c'est un nombre. C'est 20 tours par pouce. C'est pas le pas. Comme exemple, on va regarder la vis mère de la fraiseuse ici. On a ici un collier micrométrique. On peut voir qu'il a plusieurs divisions. Et si on fait le tour, on peut voir qu'il a 100 divisions de 1 millième de pouce. Si je barre ce collier sur la vis mère, il y a une vis mère en dessous ici d'à peu près 3/4 de pouce de diamètre. Et si j'avance la manivelle par un tour complet, je pourrais dire que la table ici a avancé par 100 millièmes de pouce. Le pas du filet Acme sur la vis mère est donc de 0,1 pouce, 100 millièmes. Par contre, si je décris cette vis-là, je vais la décrire comme étant une vis Acme 3/4 de pouce, 10. 10 étant le nombre de filets au pouce. Et c'est ça le problème. En impérial, on décrit par le diamètre et le nombre de filets par pouce. Pour savoir le pas, je le sais ici, c'est 0,1, puis je peux le voir, mais si je ne le voyais pas, je pourrais savoir que le nombre de filets, 1 pouce divisé par ce nombre de filets, 10 filets dans un pouce, égale le pas. Donc 1 divisé par 10, 1 dixième, 0,1 pouce. Donc, le filet sur ma vis mère est un filet 3/4 10 Acme. Ça veut donc dire que son pas est 0,1. Bon, mais si on revenait à notre filet 1/4 20 du début de l'explication, pour dire que son diamètre, c'est 1/4. Son nombre de filets, c'est 20. Son pas est donc 1, puisque c'est 20 filets par pouce, divisé par 20. Son pas est 0,05, 50 millièmes de pouce. La confusion ici, en Amérique du Nord, vient souvent du fait qu'on jongle deux systèmes. Dans le système métrique, on n'a pas ce problème de calcul pour le pas, puisque le pas est exprimé directement dans la description du filet. Si je regarde un filet M10 par 1,5, bien le pas, c'est 1,5. Ils ne nous disent pas dans la description le diamètre majeur du filet et ensuite le nombre de filets par millimètre. Non, ils nous disent le diamètre majeur du filet et ensuite le nombre de tours par millimètre. Donc, ça, c'est le nombre de millimètres par tour. Tu vois, je me mélange moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'un filet M10 par 1,5, si je tourne un tour complet, bien, la vis aura progressé 1,5. C'est le pas. Il est dans la description. Et ça, bien, ça peut causer beaucoup de confusion. Si vous avez d'autres questions concernant ce sujet-là, bien, vous pouvez toujours aller regarder la vidéo qui porte sur le filetage autour et ça pourrait vous aider un peu plus. Et comme d'habitude, mais amusez-vous, soyez prudents. Et avant de vous souhaiter la fin, je vais dire, j'ai un ami là-bas, en France, que je n'ai jamais rencontré, qui produit d'excellentes vidéos et qui produit toutes sortes de belles choses. Il vit des énormes difficultés personnelles et je sais qu'il souffre beaucoup. Mais mon ami, mon cœur est avec toi. Je te souhaite beaucoup de force et beaucoup de courage. Et j'espère surtout un jour pouvoir te rencontrer pour te serrer la pince et te dire allô en personne. Donc, d'ici à ce qu'on se revoie, bon usinage!